Et salut à toi, très cher investisseur rentable. Bienvenue dans cette nouvelle émission des rencontres rentables. L'émission qui va à la rencontre des professionnels de l'immobilier et des investisseurs qui font le marché. Aujourd'hui, je suis de retour à Lyon. Je vais à la rencontre de François Xavier. François Xavier est agent immobilier. Il est plus précisément agent de location, c'est-à-dire qu'il gère toute la partie mise en location pour le compte d'une agence. Il va nous parler de ses techniques, de son travail et aussi de ses investissements personnels. Tu vas voir qu'il a su tirer son épingle du jeu sur un marché lyonnais qui est vraiment très compliqué et qui est vraiment très concurrentiel. C'est parti, on y va. Ouais. Salut Phil. Salut, ça va? Tu vas bien? La forme? Bah ouais, je suis super content, merci. Bah ouais. Putain, c'est joli chez toi, c'est sympa. Bah, bienvenue à Lyon. Bah, merci. Tu m'accueilles, c'est bon? Oui, t'as le droit de rentrer, Ok. avec plaisir. Bon, Vas-y. c'est nickel. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on s'installe sur la terrasse? Terrasse? Allez, Après toi. Ok Fix, merci de nous accueillir. Ta terrasse est très sympa. je t'en prie. Belle vue sur Lyon. Bienvenue à Lyon. Ouais, merci. Alors, est-ce que tu peux déjà te présenter un peu ton parcours, ce que tu fais dans la vie, comment ça marche, m'en dire un peu plus. Je m'appelle François Xavier, j'ai 27 ans, je suis agent immobilier, plus particulièrement en location. Ok. Exclusivement location. Je suis arrivé à Lyon il y a maintenant 7 ans. 7 ans que je suis dans la même entreprise, le même groupe. Ok. Et j'ai fait plusieurs métiers différents dans différentes structures, différentes filiales du groupe. Donc ça m'a permis de toucher un petit peu à plein de choses différentes. Partie commerciale, défiscalisation, location et un petit peu de transac. Ok, agent immobilier multicarte. Donc, tu as fait de la transac, donc de la vente, de la défisque, un peu Ouais, de Pinel. Un peu d'assistant commercial sur des produits de défisque. Ok, on n'en parlera pas. On peut. On oubliera cette phase de ta vie, c'est pas grave. Ouais. Et là, en ce moment, donc, tu fais vraiment de la location. Location pure et dure, voilà. Le quotidien, c'est vraiment ça. C'est louer le parc locatif qu'on a en gestion. Ok. Ça tourne autour de tout ce qui est produits de défiscalisation une fois que c'est livré. Ouais. Donc le portefeuille plutôt de neuf et de résidence récente. Grosso modo, c'est des appartements, des immeubles qui ont aujourd'hui maximum une vingtaine d'années, quoi. Ok, d'accord, immeuble assez jeune. Ouais, voilà. Donc amené à gérer des apparts sur les défiscalisations, les Robiens, les celliers, les Pinel, Duflo, etc. etc. Ok. Donc, tu es en contact avec les propriétaires. Moi, pas directement. Comment tu plutôt les gères un petit responsables. peu? Nous, on gère vraiment le gros volume entrant de contacts. Donc c'est vraiment un métier de volume en fait. Ouais, donc tu es parce que plutôt en Lyon- contact avec le locataire, vraiment. Ouais, vraiment. Les contacts, les prospects entrants et vraiment le volume de gens à traiter qui est assez volumineux parce qu'au final, Lyon est tellement tendu niveau location que forcément, quand il y a un appartement qui passe en pub, quand c'est du neuf, quand le secteur est pas mal et que le loyer est cohérent, ben, Ça c'est part direct. explosif quoi. Et même sur, admettons par exemple, sur une ville comme Lyon, dans que ça soit du neuf ou même de l'ancien bien rénové, tu vois, Ouais. en moyenne, combien de temps tu mets à relouer un bien? Un bien qui a un peu de gueule? Franchement, Ouais, si le locataire se rend disponible tout de suite pour la visite, c'est même pas 48 heures. ouais. Donc c'est vraiment paf du jour au lendemain. Ah ouais, complètement. Et on n'a pas le temps de tergiverser entre guillemets, à amener 50 personnes en visite, etc., etc. Avec mes collègues, on a un peu la même façon de travailler. On travaille à plusieurs sur le même portefeuille. Donc souvent, ce qu'on fait pour essayer de s'organiser au mieux pour pas à la fois déranger trop les locataires et nous s'organiser au mieux parce que ça prend un temps quand même assez conséquent quand tu as beaucoup de volume à faire, c'est qu'on bloque les locataires pour une heure, une soirée qu'on définit et on emmène chacun 5 clients par exemple. Ouais, c'est aussi ce que Donc je fais. forcément, tu prends les 5 premiers clients groupes. solvables que tu sens bien. Mm. Tu t'embêtes pas avec les enquiquineurs, les mecs qui commencent à chipoter, ceci, cela, machin. Les 5 personnes que tu sens bien et qui ont un dossier qui est solvable, tu pars avec eux en visite, et ainsi de suite. Ouais, tu fais une visite groupée. Le lendemain, les gens, s'ils sont un petit peu organisés, ils emmènent leur dossier ou ils t'envoient tout avant par mail. Le mec qui a investi, qui sait qu'il va prendre l'appartement, il le fait de toute manière. Réponse le soir même, le surlendemain, sous 48 heures, c'est réglé. Ok. Alors, moi je fais ça aussi, les visites groupées. Alors tu fais carrément la visite groupée ou tu intercales les gens toutes les 20 Alors minutes? ce qu'on fait avec mes collègues, c'est qu'on place des rendez-vous tous les quarts d'heure, Tous les quarts d'heure? maximum tous les 10 minutes quand c'est vraiment une petite surface. Ok, Voilà. ouais, donc Et ça t'enchaînes fait, vraiment. voilà, t'emmènes 4-5 personnes sur une heure, ça x3, x4 avec mes collègues. Voilà, tu te retrouves avec Ouais. une dizaine, douzaine de personnes grosso modo sur une visite. Si tu n'arrives pas à louer avec 10 visites qualifiées, Ouais. c'est qu'il y a un souci dans l'appartement que tu n'étais pas au courant. Ok. Et alors, avant la visite,
comment tu présélectionnes ces profils? Qu'est-ce que tu regardes toi en tant que vraiment professionnel agent de loc? Alors, dans mon métier, il y a une chose qui est vraiment impérative à respecter, puisque c'est ça qui fera que le dossier passera ou passera pas, c'est les critères de l'assurance loyer impayé. Parce qu'aujourd'hui, les propriétaires qui ont investi, qui sont investisseurs chez nous, surtout en défiscalisation, le cœur de métier de mon groupe, c'est de vendre du neuf. Systématiquement, le mandat de gestion est vendu avec l'achat de l'appartement, sauf si le propriétaire compte mettre quelqu'un de sa famille, et encore quelqu'un qui met son enfant dans l'appartement pour les premières années. C'est pas dit qu'ils ne se mettent pas non plus en gestion malgré tout, même si on ne fait pas la recherche de locataire. Mais en tout cas, nous, on est obligé de répondre aux critères de cette assurance loyer impayé qui est systématiquement, allez, 99% des cas, pris par le propriétaire avec le mandat de gestion. Directement intégré, le package. Parce qu'on monsieur, on vous vend un produit de défiscalisation, ok, mais on vous vend aussi le coût de vous occuper de rien, de la livraison, la mise en gestion, la recherche de locataire, etc. La mise en place du locataire, état des lieux, tac, vous vous occupez de rien. Demain, il y a un impayé, monsieur, vous inquiétez pas, vous avez une assurance qui s'occupera de tout. Et si demain, il y a un contentieux, un problème d'huissier, ceci, cela, eh bien, écoutez, de toute façon, il y a l'assurance, il y a une prise en charge juridique qui est faite par l'assurance. Donc ok, il y a pas mal d'agences qui font ça, qui vendent le package avec même sans défisque, mais des fois il y a des agences qui vendent le package avec l'assurance. Mais quels sont justement ces critères d'assurance? Parce que si tu la prends, faut que ça rentre dedans. Et je pense surtout pour un investisseur qui veut faire lui-même, quels critères il doit bien regarder au niveau de l'assurance, ou si lui il veut se faire sa propre assurance entre guillemets, parce qu'il y a aussi des gens qui font ça. À quoi il doit faire attention pour le locataire? Alors sur les assurances déjà loyer impayé, il y a deux corps, on va dire. Il y a vraiment l'assurance loyer impayé que tu vas prendre dans l'agence, et là pour le coup souvent ça va être des contrats groupes négociés directement avec des courtiers en assurance spécialisés là-dedans, qui auront un taux bien spécifique, et puis après tu peux prendre ton assurance loyer impayé de toute façon dans ta propre banque. De plus en plus les banques vont sur ce credo-là, et les critères entre ce que tu vas trouver dans une agence et ce que tu vas trouver dans une banque, un produit bancaire, ce ne sera peut-être pas forcément les mêmes critères. Moi, je l'ai eu à titre personnel sur un de mes studios, où j'avais pris une assurance loyer impayé avec le crédit à l'époque, et ce n'était pas les mêmes critères que moi ce que j'avais à l'agence par exemple sur notre propre assurance loyer impayé. Donc il y a déjà des variantes sur ça, sur les critères de solvabilité que vont demander les assurances. Voilà. En général, c'est quoi? C'est 3 mois de loyer en général? Alors, grosso modo, ce qu'on va demander, c'est des CDI, sans période d'essai, que le locataire couvre à peu près 3 fois le montant du loyer. Souvent, c'est un pourcentage précis. Chez nous, par exemple, c'est maximum 37% d'endettement. Maximum 37%. Voilà. Donc pareil, nous, ça nous arrivait dans le temps de changer on n'a pas changé de courtier d'assurance, mais on a changé d'assureur in fine, enfin vraiment l'assureur qui te couvre. Ça a changé dans le temps, et les critères étaient plus tout à fait les mêmes. Là, on prenait par exemple le net imposable. Avant, c'était le net à payer. Avant, on ne faisait pas une moyenne. Maintenant, on fait une moyenne sur les 3 dernières fiches de paye. Voilà. Demain, tu n'as pas 3 fiches de paye dans le poste où tu es aujourd'hui, c'est mort. On ne peut pas le faire. Avant, on pouvait le faire. Un nouveau contrat, un avenant suffisait. Quelqu'un qui passe en CDI, qui était en CDD, tu n'as pas 3 fiches de paye. Ça pouvait passer. Aujourd'hui, nix. Ça s'est resserré. Voilà, c'est des choses, l'étau est plus serré qu'il a pu l'être avant. C'est pas très vieux les assurances loyers impayés du fait avec la loi Boutin, c'était en 2012. C'est encore très frais, c'est quelque chose qui a 5 ans, donc c'est des choses qui se démocratisent beaucoup parce qu'au final maintenant quasiment tout le monde le prend, tout le monde veut se sécuriser. Au niveau des critères, il y a des assurances qui vont te dire ok pour des CDD, minimum 6 mois. Avant c'était peut-être 1 an, moi j'ai eu le cas, avant c'était 1 an de reconduction de contrat à partir de la date de signature du bail. Aujourd'hui c'est passé à 6 mois, mais en complément de quelqu'un qui a déjà un CDI. Donc voilà, c'est vraiment des particularités, il faut vraiment lire toutes les lignes du contrat, et peut-être limite un particulier qui n'a jamais eu le cas encore, qui prend sa première assurance, qui veut se tranquilliser peut-être pour son premier locataire, c'est à la rigueur limite d'envoyer le dossier à l'assurance pour avoir leur feu vert, comme ça il ne se mouille pas. C'est ça, il attend le retour de l'assurance qui lui dit écoutez, on a étudié, pour nous c'est ok, vous pouvez y aller. Comme ça au moins demain il y a un souci d'impayé, bon ça reste à la marge, mais si jamais il y a un problème X ou Y, et derrière il peut dire écoutez, c'est vous qui m'avez donné le feu vert, le propriétaire il est serein, il dort sur ses 2 oreilles, ça peut se déclencher s'il y a besoin. C'est aussi une bonne excuse à donner à un locataire dont tu n'as pas envie. Par exemple, je suis désolé, votre profil passe pas au niveau de l'assurance. Exactement. Comme ça, tu peux. Quand tu sens un mec au téléphone qui n'est pas très net dans sa tête, dans ses paroles, dans ses dires, tant que c'est pas net, qui dit pas tout et que tu vois que les papiers, tout n'est pas cohérent. Toi, tu les sens maintenant, ceux-là? Au téléphone, c'est une histoire de 30 secondes pour savoir si le mec, je vais lui louer ou pas. Franchement, c'est du pur feeling. La personne que tu as au téléphone qui se sent déjà convaincue par l'appartement, bon après derrière il faut avoir fait une belle pub, c'est toujours pareil. Tu fais un beau texte, des photos vendeuses,
un descriptif assez précis de la chose. Au téléphone, tu auras des gens qui ont déjà eu un coup de cœur rien que sur la pub en ligne. Donc à partir de là, c'est ces personnes-là qu'il faut emmener en visite. Pour peu que le dossier soit solvable, tu les emmènes. Les gens qui batifolent à vouloir te négocier des trucs alors qu'ils n'ont même pas encore visité l'appartement, ceux-là, c'est une croix directe. Ah bah désolé, des fois j'invente même des faux critères pour leur dire que ça passe pas. Vraiment, quand tu as des gens qui sont insistants et qui te relancent, alors que c'est des gens que tu veux volontairement pas emmener parce que tu sais que derrière ça ne suivra pas, bah ouais, il faut arriver à trouver des méthodes sans pouvoir braquer les gens et leur expliquer calmement. Moi au téléphone, jamais je m'énerve avec les gens, ça sert à rien du tout. Des fois il y a des gens qui comprennent pas pourquoi c'est pas normal, pourquoi on peut pas prendre de garant. Parce qu'un propriétaire qui prend une assurance loyer impayé, hormis un statut étudiant, derrière on peut pas mettre de garant. Ouais, on peut mettre le garant sauf qui les rentre pas dans les étudiants. critères de solvabilité, monsieur est en intérim, je dis une bêtise, madame est au foyer, travaille pas, bon bah monsieur je peux pas vous louer, ouais mais j'ai des garants. Mais un propriétaire qui a une assurance loyer impayé, si la personne n'a pas le statut étudiant, en face, on ne peut pas mettre de garant. Interdiction de cumuler l'assurance loyer impayé et de prendre des garants physiques. Impossible. Tu ne peux pas cumuler, c'est comme la garantie Visal, je ne sais pas si tu la connais. C'est ça. Tu ne peux pas la cumuler avec un garant. Impossible. Tu la pratiques toi la garantie Visal? Pas à l'agence. À titre perso? Non, plus. Pas encore? Non. Peut-être pas. Tu verras que c'est intéressant aussi. C'est une garantie qui te permet de garantir jusqu'à 3 ans de loyer. C'est gratuit. Ouais. Donc en effet, ça fait de la concurrence aux agences. Alors après, il y a des critères serrés aussi. Il faut que la personne ait moins de 30 ans ou qu'elle soit en poste depuis moins de 6 mois. Donc en fait, elle est intéressante cette garantie et moi je la recommande parce que souvent, quand ça passe pas dans la vraie assurance loyer impayé, entre guillemets, ça peut passer dans Visal. Donc c'est pas mal. Possible. Je voulais te demander, au niveau justement des impayés, est-ce que toi, vu que tu fais beaucoup de volume de mise en loc, est-ce que tu en vois beaucoup? Eh bien à la marge. Moi je m'occupe pas de la partie contentieux, mais j'ai toujours des feedbacks de ce qui se passe un petit peu et puis on vient nous voir. Tiens regarde, ton locataire d'il y a 2 ans, il nous fait un coup de Trafalgar, tu nous as foutu qui? Voilà, on en rigole au bureau normal, parce que voilà. Mais ce qui est très vrai par contre, c'est pas forcément les gens qui ont le plus de moyens qui sont les bons payeurs. Ça c'est vrai et vérifié. Moi j'ai eu le cas il y a pas longtemps d'un appartement que j'ai loué il y a même pas 9 mois, un appartement neuf, vraiment magnifique. Un beau T3 derrière la Part-Dieu, côté avenue La Cassagne, une belle terrasse, cuisine équipée, une propriétaire qui a des moyens, qui fait beaucoup d'investissements dans du neuf et avec un loyer vraiment haut du marché. C'était quoi le loyer? C'était un T3 de 65 mètres carrés là, que je viens de relouer, 998 €. Okay. Ça fait vraiment, pourtant en défiscalisation au Pinel. Donc, la petite pirouette qui est utilisée souvent pour arriver à dépasser les plafonds, c'est de louer le garage à part, individuellement. Et tu essaies de le louer au même locataire, bien évidemment. C'est une bonne astuce, ça. Ça, c'est l'astuce. C'est la petite pirouette des gestionnaires de patrimoine pour doper un peu les rentabilités. Attention, par contre, parce qu'il y a toujours la possibilité au locataire, vu qu'il y a 2 contrats, qui résilie et qui envoie sa dédite pour le garage s'il n'a pas l'utilité. Ou si vous voulez trop gratter sur le loyer, à mettre un garage, je dis une bêtise, à 150 € juste pour avoir un loyer plus cher. Voilà. Ça marche avec la cave aussi ou pas? La cave, nous on le pratique pas, on le fait pas. Ça peut marcher sur le papier? Sur le principe, je pense que oui. Ouais, ok. De toute façon, chaque lot, tu peux individuellement, tu n'es pas tenu de louer à part. Maintenant, je crois qu'il y a quand même une contrepartie à ça, si je dis pas de bêtises, c'est que vu que tu le sors de ton projet de défiscalisation, le garage, tu peux pas défiscaliser sur le montant du garage. Tu peux pas gagner sur les deux tableaux, comme tout le temps en France. De toute façon, il faut faire des choix, c'est toujours pareil. Exactement. Donc il y a ces particularités-là à connaître. En termes de volume, alors tu dirais à peu près quoi sur du loyer impayé? Moi, les stats que j'ai… Sur cet appartement-là, justement. Ah oui, vas-y, finis-nous. Je te finis l'histoire. Pour cet appartement-là, j'ai loué une coloc de deux mecs. Très bien, bon chic, bon genre, vraiment. Qui gagnait super bien, sympa. tout. Étudiant, je crois qu'il y en avait peut-être un des deux qui était en alternance, je me souviens plus. Et les garants, on met des garants stratosphériques. Il y avait une des mamans qui était, je crois que c'était la numéro 2 niveau France à Paris. Ça palpait des fiches de paye à 15-20 000 € par mois donc hors tu prime. Tu te dis toi, la vie d'impôt, ça déroule derrière, quoi. Tu te dis là, il n'y aura aucun problème. Limite, là, en 1 an de salaire, il le paye cash l'appartement. Tu te dis, profil, surtout les profils étudiants, avec la CAF, tu te dis que derrière, bon. Et puis tu peux avoir les garants sur les profils étudiants. Donc tu peux avoir les garants. Donc d'un côté, tu as une assurance loyer impayé. En plus, en face, tu as des garants extrêmement bons. Et en plus, c'est de l'étudiant qui ont des droits à la CAF. Le risque, il est vraiment minime. Et il se trouve que j'ai appris il y a un mois et demi, que l'un des deux locataires ne pouvait plus payer son loyer. Comme ça.
Alors, est-ce qu'il ne voulait plus, pouvait plus? Ouais, peut-être de ça. Voilà, la vie étudiante est faite comme elle est. Voilà, chacun gère comme il le peut. Mais en attendant, il y en a un qui avait un défaut de paiement. Donc si ça s'est fini, que les garants de chaque côté payaient la partie manquante, parce qu'ils étaient tenus de le faire. Mais bon, là au final, on trouve toujours des solutions, comment dire, arbitrer le truc de manière à ce que voilà, essayer de faire en ça sorte. se finisse bien et que ça parte pas au contentieux réellement. Mais au final, ils ont décidé de rendre l'appartement et puis voilà, on repart sur une autre location avec un autre profil. Et puis là, je l'ai loué hier soir au final l'appartement, tu vois, au final ça a été super vite. Une personne qui bossait à EDF, loyer pris en charge par la boîte en plus. Ça c'est le locataire rêvé. Donc c'est magnifique, ingénieur muté. Et ça déroule sur puis pas un jour de vacances, donc ça sera une histoire en plus, qui roule. pas de vacances. La complexité des fois de mettre dans une agence, des fois on s'en rend compte malgré nous, c'est la vacance. J'allais t'en parler, il y a des agences, moi le recul que j'ai, c'est vrai que c'est aussi un peu ce qui arrête beaucoup de gens, c'est que tu as l'impression qu'il y a des apparts, tu vois, ils en ont un peu rien à faire, quoi. Alors je sais pas toi comment tu travailles, mais il y a des agences, franchement, ils sont pas sérieux. C'est ça. Donc comment reconnaître l'agence sérieuse finalement? Parce que moi, si je veux mettre en gestion, tu vois, alors, par exemple, tu vois, on se connaît, on a appris à se connaître et j'ai confiance, tu vois, mais pour un investisseur qui ne connaît pas, qu'est-ce qui doit te mettre la puce à l'oreille finalement? Alors, déjà, je vais te parler de mon boulot de commercial. Qu'est-ce qui va faire que moi, j'ai moins envie de me casser la tête sur un appart qu'un autre? Un appartement qui est au bon prix, que tu sais qu'il a été en bon état, qui a été rendu propre. La qualité, encore une fois. Voilà, exactement. Un appartement qui est cohérent dans le global, dans le prix, dans l'état général de l'appartement, tu sais que tu vas le louer facilement, donc tu vas y passer du temps tout de suite pour très vite le louer et passer à autre chose. Toi, c'est la même problématique que les transacts en fait. Tu veux vite ta com en gros. Enfin, sauf que là, c'est pas pareil parce que c'est sur l'année. Le raisonnement, mine de rien, il est très proche. Mais le raisonnement, il est proche. C'est-à-dire que tu veux vite louer pour vite passer à autre chose. Exactement. Ouais. Donc, un appartement où tu sais qu'il est rendu dégueulasse ou que le locataire est resté pendant 10 ans dedans. Moquette ravagée, les papiers peints arrachés, fracassés d'il y a 12 ans. Ok. Tu découvres que tu as un dégât des eaux dans la salle d'eau qui n'a peut-être pas forcément été déclaré par le locataire ou, ça arrive aussi, pas très bien géré par l'assurance et par l'agence. Ça arrive aussi. Un gestionnaire qui est un peu laxiste, qui a laissé traîner un peu le dossier, ça n'a peut-être pas été très géré ou très relancé auprès des assurances. Ouais, ou un propriétaire qui gère tout seul et qui ne fait pas. Voilà. Après, quand ça part au syndic aussi, il suffit que ça soit sur l'assurance de la copro pour un dégât des eaux, ça passe sur la décennale aussi. Donc voilà, vu qu'il y a tellement d'interlocuteurs différents, que ça passe dans tellement de mains différentes et qu'en plus dedans, il y a plusieurs assurances qui jouent, c'est des choses qui font que les délais deviennent énormes. Un appartement, aujourd'hui sur Lyon, les préavis, c'est des préavis d'1 mois. Maintenant, on est en zone tendue. Oui, vous êtes en zone tendue. Donc les préavis de départ sont des préavis d'1 mois. Ce qui fait qu'un mois pour relouer à Lyon un appartement qui est bien, ça se fait. Ah oui, ça se fait en un 3 appartement, jours. Un appartement où il y a des problèmes de travaux, tu sais très bien, le temps d'enclencher tout ça, ça ne mettra pas 1 mois. C'est sûr. Donc forcément, tu te dis, déjà, je vais commencer par laisser le locataire partir tranquillement, parce que déjà d'une, qu'est-ce que tu vas faire? Les travaux, un appartement, des fois ça peut passer parce que avec le mobilier, ça peut cacher un peu la misère entre guillemets. Il y a quand même des gens qui vont y aller. Par contre, tu sais que derrière, le mois suivant, tu vas recevoir les recommandés ou le jour de l'état des lieux. Moi, j'ai eu le cas hier soir, pour te dire. J'ai loué à une petite mamie, très gentille, super sympa. D'ailleurs, je m'entends très bien avec elle, à Vèze, Lyon-Neuf. Un grand T2. Je lui ai fait visiter l'appartement. Pareil, visite groupée. On avait 10 visites sur un créneau d'1 heure. Donc, la visite se passe. 10-12 minutes, on fait le tour de l'appartement, tranquille. Il n'y avait pas les locataires, ils nous avaient laissé les clés. Parfait. Donc il y avait encore toutes leurs affaires, il n'y avait pas les cartons, rien du tout. Mais au moins ça permet de se projeter, il y a des gens qui préfèrent avec le mobilier, etc. Donc le locataire très sympa, nous laisse les clés, on fait nos visites. Bon, ma petite mamie était emballée, pose son dossier, etc. Le lendemain, les dossiers déposés en commission, il y en avait plusieurs en concurrence, c'est elle qui est retenue. Donc elle était ravie, magnifique, elle change d'appartement, tout va bien, le secteur qu'elle voulait, l'appart qu'elle voulait, en bon état, parfait. Elle emménage, hier c'était l'état des lieux, elle arrive, elle m'appelle en catastrophe. Monsieur Marchand, je suis désolé mais l'état des lieux, ça va pas. J'ai pas pris les clés, je vais pas prendre l'appartement. Au dernier moment. Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc on avait déjà signé le bail en anticipé justement. Moi, dès que le dossier est accepté, j'essaie de faire signer les gens très rapidement. Comme ça au moins ça évite les désistements. Ça c'est aussi une des solutions pour éviter de se retrouver avec de la vacance, c'est de faire signer les gens tout de suite pour une prise d'effet du bail à la date de départ des locataires. Oui, tu mets de la prise d'effet que tu veux. Voilà, comme ça, et tu laisses pas le choix.
tu veux l'appartement, tu prends la date que je te le dis. Je te choisis toi, ok. Par contre, la contrepartie, c'est tu prends la date que moi je te demande. Ça, c'est hyper important. Ah bah dans des secteurs concurrentiels comme ça, tu peux te le Voilà, permettre. c'est pas le client qui peut décider de c'est plus 2, plus 3, plus 4 jours. Non. Si vraiment il y a des impératifs de la personne est à l'étranger, bon, allez, ok. Mais c'est à la marge, pareil. Et pour ma petite mamie là, qui a refusé son état des lieux, elle est arrivée toute paniquée à l'état des lieux. Au final, l'appartement, une fois les meubles enlevés, etc., bah ouais, il y a des trous, bah ouais, il y a des traces. Et vous savez, moi je fais les plaintes toutes les semaines, vous savez, moi je fais le ménage, chez moi c'est parfait. Donc voilà, on tombe sur des gens qui sont perfectionnistes, il y en a, ultra exigeants, et qui s'attendent aux locations à avoir la perle rare. Faut pas oublier que ça reste de la location, qu'un locataire sortant, il n'est pas tenu de repeindre tout en repartant. Et c'est loin d'être le cas à tous les coups, bien loin de là. Ah oui, c'est clair. Donc forcément, voilà, là, désillusion de la petite mamie. Elle a refusé de signer l'état des lieux, il a été fait. Elle a refusé de le signer, de prendre les clés. Ouais. Donc je lui ai dit, bah écoutez, si vous êtes vraiment sûr de vous, c'est un peu dommage parce que là, vous avez payé les frais d'agence pour rien. Vous allez devoir quand même payer le premier mois de loyer puisqu'il faut que vous donniez votre dédite malgré tout. Donc je lui ai dit, écoutez, envoyez votre recommandé demain. Et puis moi, je ferai en sorte de le relouer au plus vite. Comme ça, au moins, ça vous fera un prorata à récupérer. Ouais, tu reloues plus vite, tu lui rends. Elle était très gentille, elle fait « je suis vraiment désolée ». Voilà, c'était pas quelqu'un qui venait au combat au téléphone pour te mettre la carotte et chercher le conflit. C'était pas du tout l'objectif. Donc je lui ai dit, bah écoutez, on va essayer de relouer l'appartement au plus vite à cette période-là. De toute façon, on va y arriver, je m'inquiète pas. Voilà. Par contre, c'est un petit peu dommage. Je vous dis, mais c'est comme si vous jetiez un billet de 1 000 € en l'air. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est voilà, à peu près un mois de loyer en frais d'agence. Bon, son dépôt de garantie, elle va le retrouver puisque voilà, elle n'a pas emménagé dedans. Et puis un mois de loyer. Quoi. Et c'est marrant, tu vois à quel point les gens, en tout cas certaines personnes, et moi c'est les locataires que je recherche, cherchent de la qualité. Ouais. Et je suis sûr que cette petite mamie, l'appart aurait été nickel et il aurait été, bon là toi tu as un plafond de loyer parce que c'est de la défisque, mais ça aurait été de la réno, tu vois, ça aurait été plus cher, peut-être 100 € de plus. Ouais. Elle l'aurait quand même pris parce qu'il était magnifique, il était comme elle voulait, etc. Ouais. Et ça je pense que c'est un bon public pour, enfin moi en tout cas c'est ça que je vise. Parce que les gens sont exigeants, une petite mamie comme ça, tu sais qu'elle va tout faire nickel, qu'elle va te rendre l'appart, limite il sera mieux que quand tu l'auras. Et puis quand tu parles avec elle, tu apprends qu'elle est restée 15 ans dans son précédent appartement, donc c'est pas quelqu'un qui va déménager tous les 2 jours. C'est ça. Voilà. Donc c'est vraiment des profils qui peuvent être super en tant que locataire et à garder dans le temps. Maintenant, moi je suis toujours partisan de tous les gens à qui je parle d'immobilier et qui commencent les investissements, quels qu'ils soient, peu importe la ville, c'est de, peu importe ce que vous faites, entretenez votre patrimoine. C'est pas de mettre 100 € aujourd'hui et puis 200 € demain, c'est peut-être quelque chose qui va vous éviter de payer 5 000 € de réparation dans 1 an ou 2. C'est toujours vaut mieux entretenir, mieux prévenir que guérir, c'est vraiment ça. C'est complètement ça l'immobilier. Il y a des gens qui ne sont pas du tout prêts à l'entendre par contre. Il y a des propriétaires qui sont réfractaires à ça, qui estiment avoir déjà payé trop cher au départ et qui ne veulent pas mettre 1 € de plus. Souvent les propriétaires qui ne veulent pas mettre de cuisine équipée par exemple dans le neuf. Un propriétaire qui achète dans du neuf, aujourd'hui il y a un promoteur sur 2 qui livre en sous-couche. Déjà, pour réduire les coûts d'entrée, afficher des prix. Afficher des meilleurs prix. Des prix faciaux carrément plus attractifs, on va dire. Et puis ils estiment aussi que derrière, c'est peu qu'il y ait des propriétaires occupants, de toute manière ils vont virer leur bloc EV blanc d'origine standard pour mettre une cuisine équipée. Donc ils partent du principe que c'est un coût qu'ils n'ont pas forcément besoin d'assumer et ils livrent avec une arrivée, une évacuation d'eau et faites avec messieurs dames. Ok, donc pour toi, vraiment l'entretien des appartements c'est quelque chose d'important. C'est le primordial, Vaut mieux prévenir que guérir. C'est clair que s'il y a une règle à respecter et que je conseille à tous ceux qui font de l'investissement, c'est vraiment ça. Vaut mieux mettre 100 € aujourd'hui, peut-être 200 € demain. Pareil pour les AG. Souvent dans les AG, on tombe sur des propriétaires qui ne veulent pas mettre 1 € de leur poche parce que oui, je veux récupérer un peu d'argent, parce que peut-être pour eux c'est une rente qui se servent pour leur quotidien. Mais en tout cas, moi j'ai eu le cas d'un appartement que j'ai. Je me retrouve en copropriété avec un couple qui a, je crois, 5 ou 6 appartements dans l'immeuble. Ouais, donc beaucoup de voix en plus. Vraiment majoritaires quand il y a des votes qui se présentent et qu'il faut passer des travaux. Là, ça devient compliqué avec eux parce que c'est des pinces. Ils veulent rien faire. Ouais. Ils veulent rien faire. Ils sont assis, ils bougent pas et ils veulent juste encaisser leur putain de loyer. Franchement, c'est ça. Ils ont raison en même temps. Ah oui, ils ont raison. C'est vrai que je te rejoins, il faut entretenir. C'est un truc de dingue. Parce qu'il y a le cash flow, il y a le loyer, etc. Mais il y a aussi la valeur vénale, la valeur foncière du bien. Et surtout à Lyon, en plus, où c'est compliqué. Alors une ville comme Lyon ou n'importe quelle grande ville d'ailleurs, où c'est compliqué d'avoir des gros cash flow. Donc il faut aussi jouer sur la valeur à la revente. C'est sûr. Et puis de toute manière, c'est pas compliqué. L'immobilier, avec le temps,
ça se défraîchit malgré tout. Certes, quand on achète dans des beaux immeubles, qu'on fait une belle rénovation, bah oui, ça va être viable pendant peut-être 10 ans, peut-être 12 ans, peut-être même 15 ans si c'est une très belle rénovation. Après, il y aura forcément des choses qui seront peut-être plus au goût du jour, une faïence, un sol, etc. C'est de la vétusté. C'est de la vétusté. Et quand on fait de l'immobilier, il faut déjà se mettre quelque chose à l'esprit, de se dire, bah, de toute façon, là, je mets de l'argent aujourd'hui, j'investis aujourd'hui, je fais un crédit sur 20, 25 ans, peu importe. Mais il faut bien se dire à l'idée qu'il y aura d'autres choses dans le temps, de l'argent à injecter en plus. Parce que l'appartement, il ne va pas rester vous coûter zéro pendant 25 ans après. C'est du bon sens. Ouais, c'est pour ça que l'investissement doit être vraiment bien calculé au départ pour pouvoir être capable de faire ça. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des montages, notamment à l'IS, notamment en meublé, où on peut amortir. Exactement. Parce qu'on amortit, mais en face, il y a une contrepartie. Enfin, ça a été pensé comme ça en tout cas. C'est-à-dire que si on amortit, bah oui, forcément, ça perd de la valeur, entre guillemets, au niveau du matériel, et il va falloir le changer, quoi. Bah, c'est exactement ça. Ok. Exactement. Donc toi, du coup, tu investis aussi. Un petit peu, oui. Sur Lyon? À mon niveau, sur Lyon. Ok. C'est ça. Donc tu peux nous dire un peu. Alors moi j'ai fait le choix du patrimonial. Ok. J'ai pas fait le choix de l'hyper rentabilité parce qu'à Lyon ça devient un petit peu compliqué, surtout dans l'intramuros, c'est quand on choisit l'hypercentre. En plus toi tu es très bien placé. Ouais. Sur tes appartements, on en parlera. Ouais, bah disons que c'est vrai que quand on est dans le milieu, bah forcément il y a des réflexes. Surtout c'est pas tant qu'on a on est loin d'être omniscient parce que dans l'immobilier personne ne l'est et puis c'est compliqué d'avoir toutes les cordes à l'arc dans tous les métiers de l'immobilier parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Surtout quand on est jeune parce que je suis pas non plus encore très vieux. Mais c'est sûr que il y a des erreurs que j'ai faites quand j'ai commencé aussi. Mon choix ça a été de faire du patrimonial, de l'hypercentre. Vraiment Bellecour, Jacobin. Enfin moi je me suis dit, premier appartement que j'achète, j'avais un peu d'apport à mettre. Je me suis dit bah écoute, plutôt que de laisser dormir ça en banque sur un PEL qui rapporte que dalle, je me suis dit bah écoute, tu vas, tu t'en fais un premier, tu vois comment ça se passe. Par contre, je veux dormir tranquille, je veux pas me prendre la tête à me dire bah, est-ce que demain je vais arriver à relouer, est-ce que je vais avoir de la vacance, est-ce que je vais être sûr de trouver un locataire facilement. Je voulais de la sécurité mais ultime. Bellecour, ça va, normalement tu trouves un locataire. Voilà, normalement le calcul n'était pas trop mauvais. Okay. Donc moi ce que je voulais c'était vraiment de la sérénité sur ça pour enclencher le premier, pour me dire ouais ok je le fais quand même. Parce que malgré tout, même en choisissant de l'hypercentre, quand c'est le premier, quand c'est la toute première fois où tu le fais, tu es encore jeune, j'avais 23 ans. Voilà, à 23 ans quand tu signes 100 000 euros chez le notaire, bah, même la veille au soir tu te dis bon, est-ce que c'est une connerie que je fais ou est-ce que je me... Voilà, est-ce que tu te plantes pas en faisant ça? Donc bon, le premier c'est toujours, un peu plus compliqué. Après ça déroule. C'est ça. Après ça déroule et après c'est limite addictif si ça se passe bien. Celui qui a une mauvaise expérience, je peux comprendre que c'est l'inverse. Tu peux être réfractaire et tu te dis ouais l'immobilier plus jamais, les locataires plus jamais. Et puis tu vas faire mumuse sur un livret A. Bon, c'est ça. C'est pour ça que le premier est tellement important. C'est un peu dommageable, mais voilà, le premier induira la suite. C'est juste ça. Donc moi, les choix que j'ai faits, c'était de faire. Je me suis dit, quels sont les secteurs les plus chers, les plus prisés? Qu'est-ce que veut absolument un jeune à Lyon? Il veut de l'hypercentre pour être à côté des métros, la ligne D principale de Lyon, pour bouger facilement partout, pour sortir le soir, pour aller à l'école en 10 minutes. Voilà, ça c'est une chose. Être à côté des quartiers qui sont sympas en plus, c'est juste génial. Tu descends en bas de chez toi, t'as tout. T'as juste tout, les ciné, le McDo, le machin, le truc, la pharmacie, t'as tout. T'as juste tout à 50 mètres. Si en plus t'as des magasins de luxe en rez-de-chaussée de chez toi, là c'est que t'as chopé le jackpot. C'est le top. Donc je me suis fixé sur ça pour le premier appartement. C'est pas compliqué. La place des Jacobins et la place des Célestins à Lyon, c'était les deux places les plus chères au mètre carré. Encore aujourd'hui de toute manière, mais ça l'était déjà il y a 5 ans. J'ai d'autres amis qui ont fait le même parcours que moi dans l'immobilier, qui ont de la même génération et qui me disaient écoute, j'ai vendu ça dans telle rue à 100 mètres. Ils me disaient waouh, c'est un truc de fou, à 30 mètres de la place des Jacobins, j'ai vendu un studio d'un marchand, 7005 du mètre. 7005. Ça commence à être bien à Lyon. Ça commence à cogner dur. Ça commence à cogner dur. Les promoteurs, ils sont sur ces prix-là maintenant un peu partout. Même dans le neuf. Dans le neuf. Ouais. Entre 5005 et puis maintenant, il y a des trucs qui sortent à 8000 du mètre sur des programmes un peu haut de gamme de prestige sur Lyon. Donc maintenant, ça fait plus peur à personne. Et il y a des Parisiens qui vont sur ces produits-là. Donc il y a quand même une clientèle pour ces choses-là. Ouais, bien sûr. Donc moi, à l'époque, j'étais pas encore dans ces réflexions-là, mais je voulais vraiment quelque chose d'ultra sécuritaire et qui puisse peut-être un jour atteindre les prix de Paris dans quelques années, parce que ça va en prendre la direction tout gentiment. Ce qui est intéressant sur tes investissements, c'est que tu as pris
tu as pris un problème, tu as pris une difficulté finalement, Ouais. de dire bah voilà, Lyon, ok, c'est dur d'avoir du cash flow, ou alors il faut Ouais. s'éloigner, ou alors faire des montages type coloc et tout, on en Ouais. parlera. Ouais. Mais tu t'es dit, ok, bah c'est pas grave, je vais faire du patrimonial. C'est ça. Alors, ce que je te propose, j'adore tes petites plantes et tout, mais on Elles sont peut aller. Ah, je les aime bien. Même en décembre, elles sont vertes. Mais ce que je te propose, c'est qu'on aille se balader un peu Ouais. et qu'on parle un peu plus précisément justement des chiffres, Ouais. du patrimonial, combien tu as acheté, combien tu comptes Ouais. vendre, et puis Ouais. bah, cette stratégie aussi qui fonctionne en effet. Ouais. Et puis tu as de la coloc aussi, je crois, Aussi. donc on parlera aussi de coloc. Allez, ça marche. Ça marche Eh ben, allez, Allez, bah, je te on y va. suis, vas-y, Ça on va marche. chez toi. En route. Ok, donc FX, on est au bord de. La on est Saône. où, on est au bord de la Saône. La Saône. J'hésite toujours, Saône, Rhône, on sait jamais, tu vois. Ici. Plein confluence. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, on est au bord de la Saône. Alors, tes apparts, enfin, déjà ton premier investissement, Ouais. où, comment, combien, pourquoi, voilà. Parce que Alors, explique-nous. un petit peu. ouais. Quand déjà? Quand je l'ai signé à la toute fin de ma période d'essai, il y a 5 ans maintenant. Ouais. Donc j'ai tout de suite voulu déclencher les choses dès que j'ai pu le faire en fait. Dès que je pensais pouvoir faire un crédit pour de l'invest, Ok, donc j'ai période accéléré d'essai, le truc. Tac. dès que tu as signé. Voilà. Ok. Donc je voulais du patrimonial, je voulais quelque chose qui me sécurise au maximum. Donc j'ai choisi Lyon de l'hypercentre. Je me suis mis un petit peu en recherche de qu'est-ce qui se faisait de mieux niveau emplacement et que pour moi dans le temps prendrait une valeur phénoménale pour atteindre un petit peu les prix de Paris, vraiment quelque chose vraiment très 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 patrimonial. La recherche, vu ouais. que tu es dans le milieu, Oui. est-ce que comment tu as fait? J'ai appliqué tes techniques avant de les connaître. Ok, C'est- voilà. Du bon coin, matin, midi et soir. Ok, C'est routine de la recherche. routine de recherche qui va bien, un petit peu intensif pour trouver la pépite, mais Ouais. au moins ça t'assure d'être au moins dans les premiers à être sur le coup pour Ok. pouvoir visiter Donc, et te positionner. même en tant qu'agent immobilier, en tant que personne qui bosse dans des agences immobilières, t'as pas eu de technique secrète de quelqu'un qui t'a dit Botte secrète. botte secrète? La botte secrète, à part avoir plein de copains dans l'immobilier, Ouais. c'est la routine immobilière, c'est la routine des recherches sur se loger, sur le bon coin, les petits sites qui vont à côté en En annexe. mode recherche. Mais voilà, c'est de la prospection Tous les jours. tous les jours. Tu te lèves le matin, un œil dessus 10 minutes. Le midi, si tu as un petit peu de temps, tu essaies d'y jeter un coup d'œil parce que bon, des fois ça peut tomber quand même. Et puis le soir, quand même, pour être sûr de passer à côté de rien. De toute façon, c'est clair, c'est la rapidité. Hein. C'est ça. Surtout dans une C'est ville de la comme ça. réactivité pure et dure. Mhm. Donc le premier que j'ai acheté, c'est un studio qui fait 17 mètres carrés. Ok. Je l'ai acheté en direct d'un particulier. Ah, ok. 99 000, donc ça fait 5 008 du mètre. D'accord, t'as négocié? Non, T'as pas j'ai pas négocié? pu. T'as pas J'ai pu. pas pu. Trop J'ai de essayé. monde. Ouais. J'ai essayé. T'as essayé. J'ai essayé. En fait, j'ai eu un petit peu de bol sur cet appartement-là. Bon, c'était le premier soir de visite. Je devais être le deuxième à visiter dans le créneau de visite qui s'était fixé, le vendeur. Et il y avait une personne qui devait visiter avant moi, mais coup de bol, il y a eu une panne de métro sur la ligne D. Ah, le coup de bol. Résultat des courses, elle arrive 1 heure en retard, la nana T'es qui devait passé visiter devant. avant moi. Je suis le premier à visiter. On monte voir l'appartement, donc le mec c'était une stagiaire de son entreprise en fait qu'il avait logé dans son propre appartement. Ok. Il faisait un petit loyer, etc. Appartement vieillot au possible, mais plein de potentiel. Plein de potentiel. 4e étage avec ascenseur, sur cour, 2 fenêtres, Au calme, 7 mètres carrés avec 2 fenêtres. Ouais. Ça met quand même pas mal de luminosité. Plein ouest, donc au final il y avait la lumière qui rentrait. Je l'ai visité à 21h le soir, hein, donc nuit noire. Tu te rends compte de rien. Bon, appartement pas lumineux parce qu'il y avait peut-être 2 petits lampions qui éclairaient le truc. Voilà, kitchenette façon armoire type années 50, tu vois le truc, c'est un ancien hôtel en fait, Ok. l'immeuble. Donc tout l'armoire, t'as une kitchenette vieille et dégueulasse à l'intérieur, charmant. Le bac à douche, enfin bref, il y avait pas mal de petites réflexions à faire. Mais plein de potentiel dans cet appartement. Et pour pas trop de travaux, mine de rien, quoi. C'était du rafraîchissement et puis une cuisine à faire, quoi. Donc voilà, c'était un appartement qui avait du potentiel. Gros potentiel patrimonial. Un truc qui m'avait un petit peu réfréné au départ, c'est quand je l'ai visité, je savais que c'était du chauffage collectif. Ouais. Et moi, je suis pour des investissements complètement réfractaires au chauffage collectif parce que bon, c'est En charge, c'est un manque à gagner qui est colossal quand Ouais. tu tires un peu les lignes sur plusieurs années. Donc bon, chauffage collectif pour moi c'était un peu rédhibitoire. Mais bon, l'emplacement faisait que, la rareté faisait que, j'y suis allé C'était quand combien même. de charge à peu près? À l'époque, je te dirais une bêtise, Ouais. mais c'était stratosphérique. Hein. Ouais. Pour un 17 mètres carrés, c'était monstrueux. Et en discutant avec le mec, j'ai appris que en fait, la copro avait voté le changement du collectif à l'individuel et que ça serait la charge du vendeur. Parfait. Donc j'étais au top. Ouais. Sur le coup, j'avais un truc qui n'était pas hyper rentable à l'instant T. Mais par contre, je savais très bien que dans le temps, dans 1 an, 2 ans, le temps que ça se mette en place, j'avais les colonnes d'eau qui allaient être refaites.
ils viraient toutes les colonnes des chauffages collectifs dans ces et chauffeurs. des radiateurs en fonte. Ils nous mettaient des caloporteurs électriques et ils nous mettaient les cumulus tout neufs et ils refaisaient les colonnes d'eau. Donc l'un dans l'autre, ça a été tout Ouais, puis ça proratisé fait chez un le bon budget notaire. de travaux en plus. Ça m'a ressorti peut-être 3 500, 4 000 euros chez le notaire de prorata qui allait être, que j'aurais dû ressortir moi, Ouais. mais qui a été appelé Payé chez le par vendeur. Voilà. Ok. Donc ça fait déjà une petite chose, un levier que j'aurais pas su si je m'étais pas déplacé. Je serais resté dans ma bêtise et j'aurais peut-être pas été Exactement. sans pouvoir le faire. Donc, Donc poser les bonnes questions pendant la visite. bah voilà, je me suis intéressé au truc et puis savoir un petit peu quels étaient les leviers, les marges de manœuvre. J'ai fait la visite, je suis écoutez, bon, j'ai conscience que forcément pour le secteur, ça court pas les rues. Un studio à moins de 100 000 euros dans ces quartiers-là, aujourd'hui, perso, à part un rez-de-chaussée de 15 mètres carrés et encore, tu le trouves pas, même en plateau. Bon, j'y vais pas. Bon, j'avais conscience du truc, je savais qu'il y a beaucoup de demandes derrière et qu'il y avait des visites qui s'enchaînaient derrière. Je fais bah écoutez, votre prix à 97 000, 95 000, 97 000, vous le lâchez ou vous le lâchez pas? Il me fait bah écoutez, premier soir de visite, je lui dis franchement non, je continue mes visites. Malheureusement, voilà, si je le vends, c'est je le vends au prix. Bon, Tu as essayé de gagner 2000. j'ai essayé de Bel gratter effort. le petit truc. Il faut toujours. J'ai essayé, bon j'avais 22 ans à l'époque, donc forcément quand t'as un mec qui a 50 ans devant toi, il en avait tout le tour du ventre de l'immobilier mais qui est en bourse, donc il investissait dans l'immobilier parce qu'il pouvait pas faire de bourse Ok. dès l'initié. Donc forcément le gars lui savait de quoi il parlait, moi un peu plus novice, même si c'était un peu dans mon job, j'étais encore un petit peu novice à l'époque. Donc bon bah j'ai dit bah, je plie, je le veux, je plie, je prends. Ok, offre au prix. Je prends. Offre prix, je fais écouter, je rentre chez moi. Par contre, le deal, c'est je vous fais un mail en rentrant tout de suite, un truc carré et on signe très vite. Par contre, le deal, c'est tous les autres derrière, je peux en entendre parler, c'est moi qui l'ai, et c'est pas demain vous m'appelez pour me dire que vous l'avez vendu à quelqu'un d'autre. Ok. Il me fait bah écoutez, je vous sens bien, bon, ça match, on y va. Ok. Et il a tenu sa parole, donc Ok. on a été au bout. Alors après, sur l'aspect financement, parce que ça a été un petit peu. Le premier crédit aussi, ça a été un truc qui a été un peu pas compliqué du tout, mais qu'il a fallu, arbitrer sur le combien d'apports il fallait mettre pour que ça tourne tout seul. Encore une fois, je voulais vraiment être sécure. Tu voulais l'autofinancement. Je voulais Mais en mettant l'autofinancement. de l'apport. En mettant de l'apport, Donc, tu il n'y avait rat- pas le choix. Bah oui, il n'y avait pas le choix. Il y avait pas le Donc choix. tu rattrapais le fait que ça ne soit pas autofinancé par ton Voilà, apport. c'est ça. Qui est une stratégie aussi qui fonctionne avec Voilà. le patrimonial. Celui qui a la capacité de le faire, bah, c'est pas déconnant de le faire. C'est pas Voilà. déconnant. Si tu es sûr que ton bien va prendre de la valeur, comme là Bah c'est voilà. le cas, Voilà. d'ailleurs tu nous diras tout à l'heure. Voilà. Mais ok, donc vas-y, finis ton histoire. Sur la partie financement, donc la partie qui a été un petit peu, où j'ai eu de l'hésitation vraiment, Mhm. parce que c'était le conseiller en gestion de patrimoine de ma banque, Ok, ouais. vraiment en Auvergne, petit crédit agricole de la petite bourgade où j'étais avant, qui s'occupait de moi. C'est pas trop leur spécialité, on va dire, les investissements un peu locatifs perdu, ouais. à 200 km. Bon, À Lyon, le dans gars est peut-être venu une centre-ville. fois un week-end avec sa famille voir Lyon, mais bon, c'est pas le truc qu'il connaît sur le bout des doigts, donc bon. Faut y aller à tâtons avec les banquiers quand même, mine de rien. Pas non plus leur faire peur sur des trucs. Voilà. Alors, petite particularité aussi par rapport à ma situation perso de l'époque, c'est que je venais juste de finir ma période d'essai. Ouais. Je sortais d'alternance, j'avais fait mes 6 mois de période d'essai en tant que commercial. À l'époque, je T'avais gagnais ton pas. CDI signé. J'avais mon CDI signé de toute Ok. manière. Maintenant, moi, je suis sur un poste de commercial que j'ai toujours aujourd'hui. La particularité, c'est que j'ai un fixe qui est très très faible et tout est en avance sur com et Tout des est en com. commissions. Donc, à l'époque, je gagnais pas ce que je gagne aujourd'hui, forcément, vu que j'étais encore débutant à l'époque. Donc, bien évidemment, les payes que j'avais à l'époque ne coïncident pas avec ce que je suis en capacité de faire maintenant sur des invests supérieurs. Donc le tout, ça a été de convaincre le banquier que voilà, je vais sur ce truc-là, je veux être à la fois sécure, tranquille dans mes baskets, et puis pareil, le banquier il te finance quoi? Il te finance un risque. Donc lui aussi, ça, il veut c'est ça. être tranquille Ouais, c'est de ça. son côté, il veut te financer, mais sans prendre de risque. Pas de risque. Le garçon. Donc bah voilà, le deal, ça a été de dire, bah, au début, je voulais mettre 27 000 euros d'apport. Je voyais que lui, il avait un petit peu de mal parce que bon, il y avait quand même les frais de notaire. Il y avait à l'époque, je crois qu'il y avait eu 8 000 euros de frais de notaire, quelque Ouais, chose je vais comme avoir ça. quelque chose dans ces Voilà, eaux-là. ouais. de mémoire, le projet global avec les quelques petits travaux que j'ai mis, ça m'a coûté 110 000. D'accord. Quelque chose comme 1 500 euros de cuisine Ah, type t'as pas fait Ikea. énormément de travaux. J'ai refait un revêtement de sol un peu type, tu sais, plein de collés Ouais. en lino. Et puis un coup de blanc. Peinture et un coup de cuisine. blanc. C'est toi qui as Voilà. tout fait. Avec un pote, ouais, on a passé un week-end à tout démolir et à tout. Mais c'était fait un peu de briquet de broc parce que forcément. Bah oui, un peu à l'arrache. Le premier, appart. c'était vraiment, au début, j'ai pas passé par un artisan.
tout voulu faire nous-mêmes, à se débrouiller un petit peu à la démerde, quoi. Le Et du premier, coup, c'était ça. T'as fini par mettre combien Et ben, d'abord? j'ai fini à mettre 40 000 pour que le truc 40 000. s'autofinance complètement. Ok. Je suis parti sur un financement de 20 ans à l'époque pour être vraiment lisser le truc au maximum. Aujourd'hui, depuis, je l'ai fait racheter le crédit. Ça m'a fait gagner 2 ans Ok. en modulant sur peut-être une quinzaine d'euros de mensualité. Donc je ne suis pas allé chercher une T'allais grande chercher moins différence. de mensualité, Ouais, t'allais chercher moins de temps. je suis pas allé chercher de l'anticipation et Mhm. de remboursement anticipé, je suis pas allé sur ce truc-là. Donc aujourd'hui, je suis à 421 euros de mensualité D'accord. sur le studio. Je le loue vraiment à un prix de marché. Je suis vraiment même pas allé dans la partie haute. Je suis vraiment sur une moyenne très tranquille sur le marché. Ok. Je loue 500 euros charges comprises pour D'accord. un studio de 17 mètres carrés en plein centre-ville. Alors l'erreur que j'ai faite à l'époque, c'est que je l'ai fait meubler, mais je l'ai loué en nu avec une mise à disposition de meubles. Oh, Grosse erreur. Grosse erreur. La vraie grosse erreur que j'ai fait sur cet appart, ça a été ça. Ça n'a pas, voilà, par méconnaissance du meublé, j'ai voulu faire de la location nue et pour donner des m'assurer de le louer un peu plus cher et puis d'avoir la clientèle T'as mis des étudiante, meubles. j'ai mis du mobilier. Bon, C'est dommage de ne pas être allé jusqu'au bout et pas profiter des avantages fiscaux. voilà, c'est un peu Tu le connaissais la pas à problématique. Je ne le connaissais pas à l'époque. J'ai eu des charges de copro quand même, justement vu que c'était encore en collectif, j'ai quand même pas mal de charges, j'avais un petit peu de déduction. Les frais bancaires, rachat de crédit, les frais de Plein de courtier. trucs que t'avais pas Il y a anticipé. pas mal de petites choses que j'avais budgétisées, mais qui venaient pour moi en déficit foncier, puisque au final l'appartement je l'ai mis en loc sur le dernier tiers de l'année, on va dire. Ouais. Donc les premières années, au final, Ouais, la ça- position a été légère, et puis limite je crois que j'avais un léger déficit les premières années. Voilà, mais rien d'explosif, vraiment rien d'explosif. Ouais. Rien de C'était très quelque chose optimisé. de linéaire, opération blanche, voilà. Le deal c'était je mets 40 000, ça tourne tout seul, et puis on en reparle dans 18 ans une fois que c'est fini de financer. Ouais. Et donc, alors là où tu as fait la culbute, du coup, ok, bon, tu avais un fixe qui était très bas, ça c'est clair. 200 euros de fixe, 230 euros de fixe. 140 euros 240. net, Pour une banque, c'est chaud de suivre, donc tu n'avais Voilà. pas le choix de faire un c'est apport. ça. Fallait casser la tirelire, Fallait passer casser à la la caisse. tirelire, ok. Par contre, il y avait l'arbitrage aussi de dire combien je garde en épargne de sécurité Alors, est-ce que, voilà, c'est ce que derrière. j'allais te demander, tu as gardé de l'épargne de sécurité? Ouais, je me suis gardé. Alors, je ne savais pas sur quoi trop aller vraiment, mais je me suis dit que bon, voilà, pour un projet comme ça, et je voyais mes besoins aussi à l'époque, garder quand même une soupape de 10 000 euros pour anticiper les travaux de copro s'il y en C'est ça, avait, parce que c'est les ça. parties communes avaient besoin d'être faites aussi. Ok. Et là, on va bientôt y passer. Donc Ok. voilà, il y avait un budget qui était forcément, qui allait arriver très vite dans les années à venir. Donc il fallait forcément garder une soupape de sécurité, et puis pour dormir tranquille, il faut l'avoir. C'est clair. Sinon, faut Alors, pas y aller. imaginons aujourd'hui, ton locataire sort. Tu te dis, comme ça arrive souvent quand il y a un changement de locataire, est-ce que je ne vendrais pas? Allez, admettons, tu refais un petit coup de propre pour que ça soit un peu Ouais. homestagé, un peu sympa. Ouais. Combien tu peux revendre? Demain, je refais aller. Grosso modo, j'y mets 5 000 euros, je fais un truc très propre, un petit peu voilà, décoration, homestaging. Je pense que très facilement, 17 mètres carrés, je pense que je peux le refourguer 150 000. Je pense qu'il Ça passe. fait une belle plus-value sur un studio. Parce hein. que les petites surfaces, les prix au mètre carré sont tellement C'est vrai. astronomiques. Mais même si tu as une Euh, négociation et que tu le lâches 135, c'est déjà un beau billet de gagner. Ça reste Ouais. quand même Sur un studio. pas dégoûtant. Ouais, Ça reste ouais, pas ouais, dégoûtant. ouais. Sachant que c'est ton premier investissement C'est qui le n'a premier. pas été C'est hyper optimisé. pas optimisé et pas, quand on regarde réellement les chiffres dans le détail, pas rentable comme ce qu'on peut le conseiller pour être rentable tout de suite et pas dans 20 ans par exemple. Maintenant et pas dans 20 ans. Mais après, il n'y a pas qu'une stratégie. Encore une fois, le top, Voilà. c'est d'être rentable et d'avoir du cash flow. Mais la stratégie patrimoniale, des fois, on n'a pas le choix. Puis là, disons qu'avec le profil que tu avais, franchement, c'est déjà beau d'avoir eu un crédit parce que 250 euros de fixe. Le banquier, tu sais, souvent, les primes, ils s'en foutent un peu. Ouais. Des fois, ils prennent pas les 13e mois, etc. 100% commission quasiment. Voilà, donc 100%. c'est compliqué, tu as eu de la chance. Ouais. Bon, alors, ok, premier investissement. Premier. Qu'est-ce que tu nous as fait après? Premier. Et ben le dernier en date, il date de l'année dernière. Ouais. J'ai signé en mars l'année dernière. Et alors là, c'était un projet. Là, je voulais par contre monter dans les tours parce que du coup, j'étais beaucoup plus expérimenté du coup dans l'immobilier, dans mon métier. Ouais. Je suis passé par la case transaction entre les deux, donc forcément j'ai vu un petit peu comment ça se passait, mais forcément quand tu évolues tous les jours dedans et que tu comprends que ton patrimoine il peut devenir explosif et que forcément ça sera un locataire qui va payer ta banque, Bah oui. t'as qu'une envie, c'est de recommencer. T'as envie de recommencer T'as tous qu'une les envie de jours. recommencer. Donc là, l'année dernière, je me suis mis vraiment à fond sur ma recherche. Et ben, après, la complexité, c'était de savoir dans quelle mesure, jusqu'où je peux aller niveau budget, quantifier les travaux
par une entreprise parce que ça, je l'avais jamais fait encore. Ouais. La partie vraiment rénovation totale, ça c'était un truc pour moi que je maîtrisais pas, vraiment pas. Donc je commençais, allez, je faisais mes visites. Je suis allé voir des T2 de 45 mètres carrés, toujours par contre dans mon secteur de prédilection. Donc très bien placé. Voilà, vraiment du centre-ville, du Bellecour, du Cordelier. Voilà. Je suis resté vraiment dans cet hypercentre que je tiens vraiment à cœur. Pour moi, c'est la valeur sûre de Lyon, quoi. C'est vraiment le truc que tout le monde devrait et pourrait pouvoir avoir. Parce que franchement, au niveau patrimonial, si tout le monde achète là, ça va me faire beaucoup de concurrents, je peux plus rien acheter. Mais voilà, à l'époque, je me suis fait passer devant sur certains trucs. J'ai eu des refus alors que je faisais des offres au prix parce que le mec qui vendait, le vendeur, il voulait pas de conditions suspensives de crédit parce qu'il s'est pris un refus de prêt 4 mois avant et qu'il n'a pas envie de réitérer la même expérience avec moi. Donc voilà, je suis allé sur des choses avec des changements de destination qui n'ont pas abouti, avec les problèmes des taxes parking à l'époque. Donc voilà, j'ai été confronté à plein de nouvelles problématiques. J'ai eu des expériences sur la rue Mercière où il y a tous les restaurants. Ouais. Je suis allé visiter, on était 8 à visiter le jour même, donc encore faut-il faire partie des gens qui puissent venir le premier jour. Et souvent il y a un jour de visite, si t'es pas dedans, t'es cuit de toute manière. Et encore faut-il être celui qui aura l'appartement, c'est encore plus compliqué. Et puis tu apprends qu'en fait il y a un agent immobilier qui est venu, sans dire qu'il était agent immobilier, avec des clients du Luxembourg qui sont partis sur 20 000 € de plus. L'agent a fait croire que l'appartement c'était un T2 qui était à 200 000 €, présenté à 200 000 €. Et l'agent est venu avec des clients qu'il avait en portefeuille, en clientèle, et leur faire croire qu'il était à 220 000 € l'appartement. C'est extrêmement borderline. C'est carrément illégal en fait. Carrément illégal. Voilà, même avec un mandat de recherche, sans dire que sans te présenter comme agent immobilier, t'es hors sujet. Et puis du coup, journée de visite, on devait être 8, plus cet agent immobilier qui s'est pointé. Et puis au final, on s'est retrouvé peut-être avec 6 offres au prix, dont moi, et puis cet agent immobilier. La petite locataire, je ne l'ai pas eu celui-là. Tu l'as pas eu celui-là. Et puis c'était un bien que je n'ai pas. Tous ceux qui me sont passés sous le nez et que je tenais à avoir, au final, je me rends compte avec le temps que ça a été un bien que je ne les ai pas. Je me suis laissé porter par les choses et par le destin, il ne faut pas forcer les choses sur ce genre de projet, vraiment. Et au final, cet agent immobilier s'est fait doubler par la locataire qui était la fille des vendeurs. Ok. Divorce, bref, il devait vendre l'appartement. Okay. Elle a percuté que c'était l'agent immobilier qui vendait, que nanana, et puis en les écoutant descendre dans l'escalier, elle a compris le prix de vente, ceci, cela. Ouais. Elle s'est partie à l'agent immobilier, elle a rattrapé les clients. Oui, excusez-moi, moi je passe pas par agence, je sais pas ce qui s'est passé, mais nous on bosse pas avec l'agence. Nous on veut l'appartement, comment on fait, etc. Le prix c'est 220 000 €, c'est ça? Ah non, on le vend 200 000, mais il vous a parlé de 220 000, 220 000, de toute façon on le prend. Et écoutez, on le vend 220 000 en direct. Ok, donc l'agent immobilier s'est fait battre à son propre. Voilà, 10% de plus, c'est très bien. Surenchère à 10%. Très bien. Bien fait pour sa gueule, j'ai envie de dire, parce que travailler comme ça se fait pas. Mais c'est ce que je dis toujours, il y a les bons et les mauvais, il y en a beaucoup de mauvais, il y en a des bons aussi. Voilà, et puis ça leur sert de leçon aussi, j'ai envie de dire. Très bien. Bon alors, parle-nous de celui que tu as eu. Alors celui que j'ai eu, enfin, après plusieurs échecs sur des projets. D'échecs. Des dizaines, ouais, une douzaine je pense, de petites choses comme ça, avec plein d'anecdotes à la clé. Je tombe sur un appartement qui tombe en ligne comme ça, juste une photo de la rue, pas de photo de l'appartement, descriptif vraiment super sommaire. Je savais juste que c'était rue des Marronniers où il y a tous les restaurants, la parallèle à la place de Bellecour, donc emplacement en plein dans ce que je voulais. Top. Voilà, 70 mètres carrés, 250 000 €. Ça fait quelque chose comme 3 500 € du mètre. Pour le secteur, ultra cohérent, franchement ultra cohérent. Bon, c'est moins prisé que le premier appartement, mais quand même on est dans l'hypercentre et puis là, le demande locatif, c'est énorme. Donc écoute, j'appelle l'agent immobilier. Là, c'était une agence. Une petite agence nouvelle qui venait de se créer. Je lui dis, écoute, je vais être le premier dessus, je vais être le premier à visiter, dis-moi pourquoi, comment, où on se trouve, je vais être le premier dessus. Ok. Il me dit, pas de problème, j'y vais ce soir. Donc ce soir, rendez-vous, telle heure, tel endroit. Ok. Est-ce que quand tu appelles les agences comme ça, tu te présentes, tu dis que tu es agent toi aussi? Jamais. 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 Sauf si j'ai vraiment le bon feeling avec le gars et je développe un petit peu. Mais en général pas, juste pour pas qu'il y ait d'a priori. Ok. Tout simplement. Après par contre, lors de la visite, j'en parle parce qu'il voit que le gars, il est jeune, mais il sait de quoi il parle. Voilà, il se dit, attends, il y a un truc qu'il me dit pas. Donc je préfère être carré, clair et transparent. Il n'y a pas de, comme ça, il n'y a pas de déconvenu. Alors du coup, visite, appartement, un T2 très mal divisé, configurant en T2, 70 mètres carrés en T2. Ça fait quelque chose. Ça fait des grandes pièces. Dégueulasse, il était dégueulasse. Ouais. Un couloir tout de suite dans l'entrée, très mal agencé. Bref, un appartement de petite mamie qui habitait plus ici. C'était un pied-à-terre qui est venu 2 fois dans l'année. Donc bref, l'appartement inutilisé mais en très bon état. Vieux mais en très bon état. Donc plein de potentiel.
double vitrage était neuf, c'est la seule chose que j'ai pas rénové dans l'appartement. Tout le reste, on a tout démoli. Donc au final, le soir de la visite, il y avait 2 personnes. Il y avait moi et un autre mec qui a visité juste avant moi. Le premier a fait l'erreur de ne pas signer. Premier a fait l'erreur de pas signer sur place. Et dire bah écoutez, j'en parle ce soir, machin, je vous fais un retour demain. Soit, tant mieux pour moi. Moi j'étais le deuxième. Et puis l'agent immobilier très vite, vous voyez que j'étais intéressé. Et puis il s'est dit, il m'a quand même lancé quelque chose qui a fait que j'ai signé sur place. Il m'a dit bah écoutez, c'est pas compliqué. Je connais les gens qui tiennent les restaurants en dessous. Je suis allé boire le café juste avant. Si je redescends qu'il n'est pas vendu l'appartement, c'est eux qui le prennent. Ok, il t'a mis la pression. Alors la pression est montée tout de suite, il n'y a pas eu le temps de tergiverser, le pourquoi, du comment. Là, il fallait passer à l'action à l'instant T. Ouais. Je lui fais vous avez une offre type là dans la sacoche? Ok, donc allez. Ok, ça fait l'offre. On était tous les deux avec Pauline et puis on s'est installé dans le canapé de mamie, accoudés, à signer l'offre au prix, pas 1 euro de négocié bien évidemment pour être sûr d'être prioritaire dans les règles de l'art et puis pour bloquer l'appartement quoi, bien évidemment. Ok. Pour être sûr de l'avoir. Donc 70 mètres carrés, 250 000 euros, dont 10 000 de frais d'agence. C'était encore hyper raisonnable par rapport à ce qui se pratique en honoraire. C'était vraiment, il n'y avait rien d'extravagant. Donc pas de souci. Et puis je me suis fait voilà, toute la soirée mes petites perspectives, mes petites projections de qu'est-ce que j'allais en faire. Essayer de le diviser en plusieurs appartements. Un petit peu compliqué, il n'y avait que 3 fenêtres. Du coup, je me suis résolu à le faire en colocation. Donc pour arriver à créer une rentabilité sur un appartement déjà à 250 000 euros plus les frais de notaire, c'était à peu près 20 000 euros je crois de frais de notaire, quelque chose comme ça. J'ai plus le montant précis en tête. Fallait après anticiper le budget travaux où là j'avais absolument zéro connaissance, nada, rien. Et là je me suis dit problème numéro 2, budget travaux. Là, ça a été le point le plus délicat et comment l'aborder. Bon, je suis arrivé à négocier avec le gars de l'agence qui était super sympa un peu dans ma tranche d'âge, d'avoir les clés, qui me laisse un double des clés pour pouvoir faire mes allers-retours. Voilà, donc le premier deal, ça a été d'y aller avec ses artisans à lui, son propre électricien, son propre plombier, son propre plaquiste. On y était avec une équipe de 3 que lui connaissait, qu'il avait déjà fait bosser, pour avoir déjà un premier volet, une première approche du budget global. Voilà, c'était lancer les dés et voir sur combien on tombe en chiffrage travaux pour les projections sur le financement en fait. C'est une bonne idée de demander des recommandations. Voilà, avoir un budget global, une enveloppe et déjà avoir à combien j'allais tourner en crédit, savoir à peu près à combien je devais me projeter et surtout combien je devais rentrer en loyer pour financer le crédit. C'était un peu lancé à l'envers. Ouais, je l'ai monté un peu à l'envers parce que c'était découverte, c'était une découverte aussi. Donc c'était un peu lancé comme ça au départ, c'était un peu tatillon. Donc si je comprends bien, tu as acheté vraiment une rentabilité parce que le prix au mètre carré était intéressant, tu es dans l'immobilier, tu as vite tilté la bonne affaire, mais tu as fait le montage, tu l'as fait un peu à l'envers finalement, tu as fait le montage après. C'est ça. Tu as mis les chiffres en face des autres. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Comment j'ai dispatché la chose? L'appartement, donc je l'ai financé 100% par crédit, les 250 000 euros 100% par crédit. Crédit total. En face, les frais de notaire et ce que j'estimais en mobilier, ça a fini complètement dans ma partie apport. Et la partie travaux, vu qu'elle était encore pas totalement définie à la hausse ou à la baisse, en fait, j'ai demandé à quelqu'un de ma famille qui avait un peu de liquidité, qui ne savait pas forcément quoi en faire, de me dépanner sur la partie travaux, simplement. Ok, tu as fait un prêt familial au lieu de faire un prêt bancaire? Tout simplement, donc je le rembourse sur une plus courte durée. Le taux, il est proche de 0 au final et l'arrangement, voilà, ça a été ça. Et puis au final, vu que j'avais peur en fait, j'avais un petit peu peur sur le deuxième investissement de me retrouver avec un refus de prêt. Ma grosse inquiétude sur la part pour cet investissement-là, c'était ça. Parce qu'aujourd'hui, je suis toujours locataire de ma résidence principale, je l'étais à l'époque, je suis toujours. Et la charge du loyer dans le calcul, ça commence à faire beaucoup. Ça commençait à faire beaucoup, j'avais déjà un crédit d'investissement. Voilà. Mais on n'y pense pas assez, les gens n'y pensent pas assez. Ils avaient cette peur-là. Le crédit familial, l'emprunt familial, ça permet de rassurer la banque aussi parce que toi, eux, ils ne savent pas que c'est ta famille, tu apportes des liquidités et donc tu as un plus gros apport, donc ça aide. Voilà. Alors j'ai joué sur 2 tableaux en plus au niveau de la banque, c'est qu'à la fois je leur ai dit que ce serait ma résidence principale puisque c'était cohérent. Là j'achetais pas un studio, donc bon là 70 mètres carrés, ça pouvait y aller plus facilement. J'avais une assurance, une ADI qui était vachement plus sexy du coup parce que le taux investisseur est 2 fois plus élevé que quand on fait de la résidence principale, surtout quand on est jeune. Surtout quand on est jeune, c'est pas cher. Donc bon, il y avait ces avantages là aussi, je pouvais l'étaler sur plus longtemps. Parce qu'à la fois, un crédit investissement, les banques, certaines sont frileuses d'aller sur du 25 ans. Quand c'est pour de la résidence principale, là on peut étaler la chose au maximum. Voilà, c'était quand même un peu plus sexy. Tu es allé à 25 ans du coup? Je suis allé à 25 ans sur celui-ci, complètement lissé sur 25 ans avec celui du studio. Tu as lissé les 2 prêts? J'ai 2 lignes
de crédit. Ok. Une fois que l'un est fini de rembourser, l'autre augmente. Celui du Très T4 bien, un augmente. lissage de prêt. Ok. Donc j'ai en clair sur les 2 investissements, j'ai un peu plus de 1420 €, si je dis pas de bêtises, Ok. de crédit D'accord. sur 25 ans, Ok. dont 14 rien que pour le Donc, studio. 14 rien que pour le studio, donc les 2 prêts sont lissés, tu payes toujours pareil. Exactement. Donc si on additionne les 2 loyers et qu'on additionne les 2 prêts, t'en es où avec les Je 2? suis à une rentabilité qui est classique, Ouais. rien de spécial, mais par contre, autofinancement total, Autofinancement total. charges comprises, impôts compris, voilà. Alors tu le loues comment? Tu le loues en coloc, c'est ça? Je loue en colocation, ouais. Ok. Alors comment j'ai redivisé? On a passé des nuits entières à se poser des questions de comment on va le diviser avec 3 fenêtres seulement. Mais en face, il me fallait quand même un gros loyer quand même par rapport à ce qui se pratique. Parce que forcément, Il fallait que tu rattrapes tes chiffres. Il fallait que je rattrape mes chiffres, exactement. Il fallait que je rembourse ma famille Ok. et que je rembourse la banque. C'est ça. Et rien que pendant 25 ans au niveau de la banque. Donc je me suis dit, bon, là, il faut faire les choses très intelligemment, il ne faut pas se planter. Ok. Donc on a passé des nuits entières à se faire des plans, etc. Au final, on a convenu de faire cuisine ouverte. Cuisine ouverte. Garder le toilette comme il était, parce que Ok. ça allait très bien. L'emplacement salle de bain restait où il était, mais on a fait 2 chambres en virant la cuisine existante et créant une nouvelle chambre. D'accord. Donc deux vraies chambres. Et un dressing et une chambre borgne en fait. Ça a été le Ok. dilemme. Tout Ça ça a dans été le combien de dixième. mètres carrés? 70 mètres carrés. C'est pas Enfin, mal. un T3 bis assimilé T4 Ok. avec 2 vraies chambres et une chambre borgne Une chambre. qui a vraiment la taille d'une chambre avec placard, etc. Mais pas de toilette. Mais je me suis dit quand même que bon, vu l'emplacement, les gens iraient quand même pour de la colocation. J'avais peur au début, je me suis dit Chambre t'arrives- sans fenêtre, on a toujours peur, ouais. je me suis dit est-ce qu'ils vont quand même y aller les gens? Est-ce que ça va pas être Sur un bloquant? marché comme le tien, J'avais un marché vraiment, je visais la clientèle étudiante, la colocation étudiante. avec une C'était très vraiment la cible. concurrentiel, beaucoup de locataires. Après, je me suis dit bon, l'emplacement avec la qualité de la rénovation va faire que ce sera de l'appartement coup de cœur. Il faut que ça soit de l'appartement coup de cœur. Il Ok. n'y a pas le choix. Ouais. Donc rénovation intégrale Rénovation avec faux sympa. plafond, spot, cuisine équipée, machine à laver, grand frigo, toilette suspendue. Voilà. Budget travaux total? Total, je suis ressorti à 42 000. 42 Et 000. je m'en suis très bien sorti. Ouais. Je suis passé par une entreprise générale avec ouais. qui on travaille à l'agence en fait. On a mis en relation comme Ouais, ça avec d'accord. l'entreprise. Donc ça m'a évité des démarches. J'ai fait passer quand même beaucoup de courtiers en travaux. Ok. J'ai fait passer à peu près 6 courtiers en travaux pour avoir un petit peu donné du sens à ce qu'allait me donner l'entreprise en fait. Pour me conforter dans leurs chiffres à eux. Ouais, t'avais Et vraiment avoir, le prix moyen. bah voilà, Mhm. j'ai eu tout et son contraire avec les courtiers en travaux. J'ai eu 36 000 avec options et dealing d'options Ouais. supplémentaires. Ça monte à 50. Ce qui ne sert à rien en fait. Et puis j'ai eu du doux, j'ai eu du 75 000. Donc voilà, j'ai eu tout. J'ai eu une fourchette boire et un peu manger. intermédiaire, Mhm. plutôt une fourchette basse, donc je m'en suis bien sorti. Je me suis retrouvé avec une rénovation complète, démolition comprise. J'étais à 600 € du mètre carré. Ouais, non, c'est bien. Hein. C'est vraiment, Ouais, c'est bien. pour moi en tout cas, en refaisant les sols, Surtout à Lyon, qui L'électricité. c'est un peu plus cher aussi, grande ville. Ouais. enlever Électricité. l'installation de gaz parce que c'était du chauffage individuel gaz, tout passé en Tout électrique. passe en électrique. Donc j'ai tout refait sauf le double vitrage. Voilà. Ok, c'est pas mal. Et donc, du coup, tu loues à la chambre, combien par chambre? Alors je fais un seul et unique contrat en fait. Ok, un Un contrat seul collectif. contrat, 3 colocs qui se connaissent déjà. Ok. Souvent c'est des amis ou des anciens collègues de promo. Tout à Enfin, fait, voilà. ouais. C'est souvent ce genre de profil. Là je les reloué cet été. Ils sont restés 1 an. Alors, la contrainte des colocations étudiantes ou pas des colocations Meublé. meublées en grande généralité, c'est que voilà, faut se dire dans l'esprit que tous les ans vous échangez de locataire. Ça c'est clair et net. A priori, ouais, sur de l'étudiant. Sauf qu'il y a un cursus un petit peu plus long. Mais aujourd'hui, les étudiants, très souvent, ils ont des cursus scolaires qui font qu'ils partent à l'étranger à un moment de l'année. Ceci, cela, les Erasmus, bref. Après, c'est vrai ce que tu dis, mais dans une ville aussi grande que ça, j'imagine que ça se reloue rapidement. Après, c'est pas un problème pour trouver des Ouais. locataires. Alors autant le studio, c'est encore autre chose. Une fois que je le mets sur le bon coin, je mets pas mon numéro de portable, sinon j'ai plus de téléphone pour la journée. Ouais, il ça se vide sonne trop. en 20 minutes. C'est à coût de 50 mails sur le bon coin par jour. Donc je fais le tri, j'envoie mon locataire, il sélectionne lui aussi. Mais voilà, je filtre tout ça. Pour la colocation, je le loue 1500 € charges comprises. Donc c'est un budget qui est beaucoup plus élevé, mais j'ai pas raisonné en termes de surface par rapport au marché, j'ai raisonné en termes de chambre, enfin un étudiant En combien termes de il met, prestations, combien il il met est pour un prêt à y studio? mettre pour un studio en fait, Tout à tout fait, c'est simplement. très bien. Ouais. Un étudiant il veut une chambre, il met à peu près 500 € pour un studio pour avoir un emplacement top, un appart nickel. Donc il va vivre dans mieux pour. De toute façon, encore une fois, ils auront chacun le droit aux APL, ça viendra Exactement. alimenter ça, derrière les parents, etc. etc. Ouais, c'est vraiment mieux loué parce que finalement, la même surface louée à une seule personne, tu aurais loué ça quoi, à 850? Dans ces Un eaux-là 70 mètres carrés meublé comme ça, je l'aurais loué 1000 € je pense. Ouais, peut-être un peu Au plus. tout début, c'était une de mes craintes. 1000 Si €. j'arrivais pas à créer cette troisième chambre, c'est pour ça que ça a été le choix de la chambre borgne, parce qu'il me fallait cette troisième chambre. Parce que si je créais pas une chambre supplémentaire, j'aurais jamais pu pratiquer un loyer comme ça. Voilà, Ah simplement. oui, c'est clair. J'aurais eu que 2 vraies chambres. Et j'aurais pas pu mettre. Ouais, j'aurais fait un loyer peut-être à 1000, 1100 €. Allez, 1100 €. Mais je rentrais pas du tout dans mes chiffres.
Ok, donc finalement 500 € de plus pour le même appartement, en étant intelligent, en faisant un bon aménagement et en louant en coloc, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal, ouais. Alors j'ai fait mes petits calculs aussi par rapport à projection de vente. Si Plus-value, demain ouais. j'ai besoin de revendre tout simplement l'appartement, récupérer du cash, etc. Aujourd'hui, il m'a coûté grosso modo, on était à peu près sur 325 000 Tout euros. compris. Tout compris, frais de notaire, frais d'agence, travaux, la mobilier, etc. totale, ouais. Je crois qu'on tourne à 325 000 euros. Aujourd'hui, j'ai fait mes petites estimations et puis j'en ai parlé avec des collègues. Je pense qu'il peut se revendre à peu près 380 000. Ok, Voilà. donc une belle plus-value latente et puis bon, Voilà. le marché est plutôt bien orienté à Lyon, donc a priori. Exactement. Ok, Pas trop de soucis à se faire. Bon, très bien. Est-ce que en tant que professionnel et en tant qu'investisseur Ouais. rentable et patrimonial du coup, Patrimonial, exactement. et aussi rentable maintenant et pas dans 20 ans, est-ce que tu as un dernier conseil à donner à un débutant qui voudrait se lancer ou voilà, à quelqu'un qui est dans la phase de premier achat, Ouais, ton alors, meilleur conseil? comme je l'ai fait moi, je pense qu'il faut aller sur de la sécurité, aller sur quelque chose que vous maîtrisez, vraiment aller sur le marché que vous connaissez, se rendre expert de son marché local, simplement. Connaissance du marché. Facilité de gestion, puisqu'on est proche de son bien. Moi j'ai acheté proche d'où j'habite, donc facilité de gérer au quotidien, parce que forcément si vous faites de la rénovation, il y aura du travaux, donc il y aura des réunions de chantier qui vont avec, Eh ouais. donc forcément c'est des déplacements, donc tout à chacun en général a un travail, donc bon forcément tout ça faut organiser. Donc un marché qu'on maîtrise, qu'on connaît, et ne pas se prendre la tête en fait, simplement. Aller sur des projets qui sont relativement, je dirais, limpides, qui paraissent clairs dans l'esprit. Mais toi, ton point fort, moi, ce que je retiens de cette interview, c'est que par ton métier et ta connaissance vraiment des prix au mètre carré et de la demande, tu es vraiment allé au plus simple à ce que tu connaissais. Tu as dit, ok, là, le centre-ville, ça vaut cher. Je sais que ça vaut cher, Exactement. je sais que ça va dans le bon sens. Celui-là, il est un peu sous-évalué, j'y vais. C'est ça, Et exactement. finalement, c'est aussi une bonne stratégie finalement. Moi, c'est pas ma stratégie de prédilection parce que je veux du cash tout de suite. Mais c'est une bonne stratégie patrimoniale. Ça vient en complément, ça peut venir en complément. Et les deux stratégies couplées, c'est C'est une ça. très bonne idée. Exactement. Ok. Et là, je vais bientôt enchaîner sur le troisième. Là, je suis en pleine recherche sur le troisième. Ok. Là, mon dilemme, c'est de savoir est-ce que je continue sur du patrimonial, et je me suis fait passer devant sur des trucs très patrimonial. Et j'avais les boules, parce qu'il y avait encore des belles choses à faire. Ouais. Mais mon cœur balance entre grosse rentabilité et enfin générer des gros cash flows pour aller passer la barre encore Ouais, plus haut. peut-être en t'éloignant cette fois-ci Et du centre. voilà, en sortant un petit peu du centre, peut-être aller plus sur du 3e, du 7e où les prix sont un peu plus bas. Ouais. Bon, je pourrais forcément pas pratiquer les mêmes loyers, mais peut-être aller sur du location court séjour, sur d'autres choses Ok. pour faire générer des rentabilités explosives. Et puis essayer de se forcer, parce qu'il faut se faire force à soi-même, de se dire allez, tu fais autre chose que tu ne connais pas, tu sors de ta zone de confort, parce que ça c'est ma zone de confort, et puis aller de l'avant, apprendre de nouvelles choses sur d'autres projets que j'ai pas encore fait. Et c'est très bien, c'est le bon ordre. C'est-à-dire commencer dans la facilité. Tu sais, il y a des gens au début, ils veulent faire un peu de tout. Genre, je vais faire du local commercial, des bureaux, de la coloc, de la courte Et c'est durée. le meilleur moyen de rien faire. C'est le meilleur moyen déjà de rien faire et puis de faire des conneries. Et de se Je planter. pense que c'est très bien. Faire la facilité finalement. Il n'y a pas de honte à faire ce qui est le plus facile. Et puis après, Faut apprendre à marcher avant de courir. il faut apprendre. Exactement, très bien, je garde ça. Parfait. Bon, FX, franchement, merci pour cette interview. Je t'en C'est prie. intéressant parce que, encore une fois, tu es un professionnel et à côté de ça, tu t'investis toi-même. Depuis tout à l'heure, on a soleil, on a ombre, on a pluie là qui va arriver. Je te propose qu'on arrête. Ouais. Hein, parce que j'ai soif un peu. Ouais. Petite bière? Petite bière? Allez, Allez. feu. On va où chez toi? Ouais, allez. Ouais. Ouais, parfait. T'en as ou pas au frais? Hein, non, j'en ai plus, faut qu'on achète. Ah bah oui, là, on a acheté. On va devoir manger et boire une bière. Et voilà, cet épisode des rencontres rentables est maintenant terminé. J'espère que tu l'as apprécié, j'espère que FX t'a appris des choses. Si c'est le cas et si tu apprécies ce nouveau format, eh bien écoute, soutiens-nous. Et si ce n'est pas le cas et que tu ne l'apprécies pas, demande à quelqu'un qui l'apprécie de nous soutenir. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle émission des rencontres rentables. Ciao!